Je suis très heureux de vous accueillir encore ce soir pour notre 4e webinaire sur le droit de la rénovation. Moi, mon nom, c'est Marc-André Arnois, je suis directeur à la CQC depuis 2017 et j'anime. Je suis surtout accompagné de Maître Ariane Gauthier de la CQC et de Maître Valérie Lessard de Ponce Avocat, que je remercie beaucoup. Également, je me dois de remercier l'Office de la protection du consommateur pour leur contribution financière essentielle au projet, ainsi que Maître Claude Coursol, avec qui on avait organisé des formations en présentiel il y a quelques années et qui nous a permis de réutiliser, de s'inspirer largement de ce qui avait été fait à l'époque. Donc, merci à Maître Claude Coursol. Les 3 premiers webinaires, on s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était le avant et le pendant les rénaux. Là, ce soir, on rentre dans le après avec une séance sur les garanties et autres protections. Évidemment, quand on dit garantie, ça ne s'applique pas uniquement après. Vous pouvez remarquer pendant que ça ne fonctionne pas aussi, mais c'est toute une série de mesures prévues dans la loi qui s'appliquent en général une fois que les travaux sont terminés. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser place à Maître Valérie Lessard qui va aborder d'abord des protections qui sont prévues dans le Code civil du Québec et qui va ensuite être suivie de Maître Gauthier qui va nous parler des protections prévues dans la loi sur la protection du consommateur. Parfait. Alors, merci, M. Arnois. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour ce 4e webinaire. Alors, effectivement, comme mon collègue vient de le dire, je vais vous parler des garanties et protections accordées par la loi à la suite ici d'une rénovation résidentielle par un entrepreneur. Où on voit donc d'abord dans le contrat d'entreprise, comme on vient de le dire, avec un entrepreneur. Et ensuite, nous allons passer au chapitre du contrat de la vente et on va parler des vices cachés à ce moment-là. Alors, pour commencer avec justement les garanties qui vous sont octroyées comme co-contractant d'un entrepreneur lors d'une rénovation résidentielle, on va d'abord commencer par poser le principe général. Alors, quel comportement, là, à la base, l'entrepreneur doit-il avoir face à vous? Alors, l'article 21.00 nous indique que l'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leurs clients avec prudence et diligence. Alors voilà, on vient d'établir le principe de mettre la table. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser et du service à fournir, d'agir conformément aux usages et aux règles de leur art et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut définir, en fait, les règles de l'art? Il s'agit de l'ensemble des pratiques et des techniques de construction qui sont approuvées. L'alinéa 2 de l'article nous dit que lorsqu'ils sont tenus au résultat, et oui, les entrepreneurs sont tenus au résultat, vraiment de vous fournir, après la rénovation, un ouvrage qui est conforme, alors ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant une force majeure. Alors, on voit vraiment que c'est une responsabilité qui est très forte, puisque la force majeure, c'est, par exemple, quelque chose d'aussi extrême que la survenance d'une catastrophe naturelle. Alors, vraiment, l'entrepreneur, là, c'est le maître de son art. Il doit vous rendre un ouvrage conforme. Dans cette optique-là, on va voir tout de suite 2 garanties plus spécifiques auxquelles l'entrepreneur est tenu envers vous. Alors, premièrement, c'est la garantie contre les malfaçons. Si on définit sommairement une malfaçon, comme vous le savez, là, une malfaçon, ce sont des travaux mal exécutés qui n'ont pas nécessairement d'incidence sur la solidité de l'immeuble. Ça ne va pas jusque-là, mais on parle d'imperfection, puis on parle justement de non-conformité aux règles de l'art, de non-conformité à la qualité à laquelle on est en droit de s'attendre. Alors,
qui est tenu de cette garantie-là envers vous? Parfois, c'est de plus petits projets, de plus grands projets. Donc, l'article 21.20 couvre de façon assez large. Alors, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et le technologue professionnel, pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés, et le cas échéant, le sous-entrepreneur, le sous-traitant, pour les travaux que celui-ci a exécutés, sont tenus envers vous conjointement. Donc, conjointement, on veut dire que chacune de ces personnes-là peut être contrainte séparément pour sa part à elle. Donc, pendant 1 an, on va y revenir, de garantir l'ouvrage justement contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l'année qui suit la réception. On va tout de suite définir ce qu'on veut dire par réception. Donc, cette garantie-là d'1 an contre les malfaçons, elle débute à compter de la réception de l'ouvrage. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, la réception de l'ouvrage? En pratique, ça ressemble assez à la fin des travaux. Il y a simplement une nuance. La réception de l'ouvrage, ça fait vraiment référence à ce qu'on a parlé au webinaire 3. Alors, je vois plusieurs personnes là, qui assistaient à ce webinaire-là de ce que je vois ici. Alors, la réception de l'ouvrage, c'est quand les travaux sont terminés et que, avec l'entrepreneur ou même en dehors de sa présence, vous acceptez de recevoir l'ouvrage. Vous dites, oui, cet ouvrage-là me convient. Cependant, il y a certains défauts ou il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de défauts, vous acceptez sans réserve. Puis, s'il y a des défauts, vous acceptez avec réserve. Pour les malfaçons, à ce moment-là, apparentes qu'on voit là, dès qu'on visite les lieux. Cette notion-là, elle est importante. Il y a des règles importantes et je vous réfère vraiment au webinaire 3. C'est l'article 21.11 pour les malfaçons apparentes. Parce qu'ici, ce dont on parle, l'article 21.20 couvre les malfaçons non apparentes. Alors, ce n'est pas le même régime. Alors, pour les malfaçons apparentes, on se réfère au webinaire 3. Et voici, on va parler ici des malfaçons non apparentes, les malfaçons qui vont se manifester dans l'année où vous allez prendre possession de votre ouvrage finalement. À noter que si vous découvrez une malfaçon après la durée de 1 an, est-ce que ça signifie que vous ne pouvez plus parler de malfaçon puis vous ne pouvez plus poursuivre pour ça? Non, c'est pas ça. Vous avez quand même un recours, c'est juste que ça va être un peu plus difficile à prouver. Ce que la garantie d'1 an vous permet de faire, c'est que la garantie d'1 an va venir faire une présupposition que l'entrepreneur est responsable. Donc, vous constatez la malfaçon et tout de suite, l'entrepreneur va être, ou plutôt plus facilement, l'entrepreneur va devoir venir corriger. Tandis qu'après le délai d'1 an, il y a davantage de preuves à faire. Alors, c'est intéressant, cette garantie-là d'1 an. Alors, ensuite, ce qui est très important aussi, ce qui est vraiment à retenir, c'est que c'est obligatoire quand on découvre cette déficience-là dans l'année, là, d'envoyer une mise en demeure dans ce délai-là d'1 an à l'entrepreneur, par écrit et en se ménageant une preuve de réception, en se conservant, en s'assurant d'une preuve de réception de notre lettre de mise en demeure. Ensuite, une fois qu'on a envoyé cette mise en demeure-là dans l'année, si l'entrepreneur ne fait rien, s'il ne vient pas réparer, vous avez un délai très important, un délai obligatoire de 3 ans de prescription du recours, dans le fond. Donc, à partir du moment où vous découvrez le problème et que vous l'avez, et là, vous faites la mise en demeure là, de façon concomitante, mais à partir du moment où vous découvrez le problème, vous avez un délai de 3 ans pour intenter votre recours en justice. Sinon, vous perdez votre recours. Alors, voilà pour la garantie contre les malfaçons. Maintenant, on a également une garantie contre la perte de l'ouvrage. Juste ensuite, là, on le voit, c'est l'article 21.18 qui apparaît juste ici. Alors, vous avez une garantie aussi contre l'entrepreneur si après sa rénovation, il y a une perte de l'ouvrage, qu'elle soit totale, là, ce qui est assez dramatique, mais aussi une perte qui serait partielle. S'il y a une partie de l'ouvrage qui était
qui était détruit en raison d'un vice de construction, ou encore s'il y avait un risque sérieux, là, selon toute vraisemblance, là, on voit qu'il va y avoir, là, par exemple, un effondrement, comme l'effondrement d'une toiture, par exemple. Donc, si on voit là, ce risque-là, à ce moment-là, dans la période de 5 ans qui suit la fin des travaux, vous devez encore là envoyer une mise en demeure à l'entrepreneur. Même règle, par écrit, avec une preuve de réception. Et ensuite, une fois que vous avez découvert le problème, que vous vous êtes rendu compte du problème, puis de façon encore là, simultanée, vous avez dénoncé, vous avez envoyé la mise en demeure à l'entrepreneur, eh bien encore ici, vous avez un délai de 3 ans de votre connaissance du problème pour poursuivre en justice si l'entrepreneur ne fait rien. À noter, parce que c'est bien intéressant, ces notions-là de mise en demeure et de poursuite, donc de demande introductive, d'instance à la cour, comment est-ce qu'on fait ça? Ça va justement faire l'objet du webinaire 5, donc je trouve ça intéressant de le préciser. Là. Je vous invite là, à prendre connaissance de ces détails-là lors du webinaire 5. Alors, voilà pour les garanties dans le contrat d'entreprise avec un entrepreneur comme tel dont on voulait vous parler ce soir. Alors, maintenant, on va passer aux garanties qui sont prévues au niveau de la vente d'un immeuble, que ce soit les garanties de l'acheteur face à son vendeur ou à l'entrepreneur, face à l'entrepreneur. Alors, on parle ici de la garantie contre les vices cachés. Alors, quand on va dire garantie de qualité du vendeur et garantie contre les vices cachés, c'est la même chose, la même notion. Alors, cette garantie-là contre les vices cachés, elle est prévue aux articles 1726 à 1739 dans le Code civil du Québec. Donc, on est dans la section, cette fois-ci, comme je l'ai dit, de la vente. On parle de vente de biens immeubles ou meubles, comme des voitures, par exemple. Et on est plus spécifiquement dans la sous-section des obligations du vendeur envers l'acheteur. Alors, on va regarder l'article 1726 qui en dit beaucoup quand même et on va s'attarder là-dessus pour à peu près les 10 prochaines minutes pour détailler tout ça. Alors, prenons le temps de le lire. Là. Alors, 1726, le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix s'il les avait connus. Il n'est cependant, le vendeur, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur, ni le vice apparent. Est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Alors, le vendeur qui vend son bien, la loi, le Code civil ici, lui crée une obligation légale sans que quiconque n'ait rien à faire finalement. C'est vraiment une obligation qui se crée dès qu'il y a achat-vente, là, le vendeur est tenu à cette garantie-là de qualité. Alors, ce qu'on veut par là, c'est assurer à l'acheteur la pleine utilité du bien vendu, de pouvoir disposer d'un bien qu'il vient d'acheter qui est non défectueux. À certaines conditions, par exemple, on va le voir. Alors un vice caché, justement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une défectuosité, un défaut qui affecte l'immeuble. Cependant, pour que ce vice-là soit considéré comme un vice caché comme tel, indemnisable sous la garantie de qualité du vendeur, il doit rencontrer 4 critères. Alors, ce vice-là, il doit être grave, il doit être inconnu de l'acheteur, il doit être caché, donc non apparent, non facilement décelable, et il doit être présent de façon antérieure à la vente
qui se produit. Alors, premièrement, le défaut, comme je viens de le dire, doit être grave et entraîner un déficit d'usage. Alors, on ne met pas en branle la garantie de qualité du vendeur quand on a acheté, par exemple, une maison à 300 ou 400 000 $ et qu'on est en présence d'un défaut de 100 $ ou 200 $. Là, je veux dire, on évite vraiment là, de mettre la garantie en jeu pour des situations mineures. Rappelons ce que l'article 1726 dit, là, on se calque là-dessus, là, c'est que le défaut doit diminuer l'usage de telle sorte que si vous aviez su avant d'acheter qu'il y avait ce problème-là, vous auriez soit carrément pas acheté le bien ou bien vous n'auriez pas donné un si haut prix pour l'acheter. Alors, ce qu'on va aller chercher comme acheteur, c'est soit une diminution du prix de vente, une somme d'argent, ou dans les cas les plus graves, on va tenter d'aller annuler la vente. Deuxièmement, le problème doit être inconnu de l'acheteur. Alors, ce n'est pas un vice caché couvert par la garantie de qualité si, par exemple, l'acheteur a été informé du problème par le vendeur et que l'acheteur, en toute connaissance de cause, correctement informé, puis sans fausse représentation ou manœuvre du vendeur, décide d'acheter le bien quand même. Alors, plus tard, on ne pourra, pour ainsi dire, pas revenir en arrière parce qu'on connaissait comme acheteur le problème. Troisièmement, le problème doit être caché et non apparent, donc non facilement visible lors de la vente. C'est souvent l'aspect des vices cachés qui surprend le plus les gens. Souvent, le vendeur va nous dire « J'étais vraiment pas au courant, là. Je ne le savais pas, je ne suis pas responsable de ça, je l'ignorais. Le problème était caché dans les murs, le problème était enfoui dans le sol. » Eh bien, c'est justement ça que la garantie de qualité du vendeur couvre. C'est ce qu'on ne savait pas, ni l'acheteur, ni le vendeur. Alors, c'est vraiment ce que personne n'avait vu. Donc, la philosophie derrière ça, c'est vraiment d'éviter que l'acheteur achète un bien et se retrouve seul à gérer finalement la mauvaise surprise qui l'attend. Alors, un vice apparent, nous dit l'article 1726 alinéa 2, c'est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Alors, la loi vient nous dire ici que le recours à l'inspecteur pré-achat dans notre système n'est pas obligatoire. Même si certains souhaiteraient que ce soit obligatoire, par exemple pour des maisons anciennes et tout ça, on va suivre l'actualité parce qu'il y a vraiment des demandes là, qui se font à ce niveau-là. Mais cependant, pour le moment, en tout cas, l'inspecteur pré-achat n'est pas obligatoire. Si vous faites affaire, par contre, avec un inspecteur pré-achat, et que l'inspecteur pré-achat vous indique un soupçon, un indice d'un problème et qu'il vous dit « investiguer avant d'acheter », la recommandation, c'est effectivement d'investiguer. Parce que si l'inspecteur pré-achat vous dénonce un problème et que vous n'avez pas vérifié, puis qu'effectivement c'est un vice qui se déclare, eh bien, le vice pourrait être considéré comme dénoncé et vous pourriez perdre le bénéfice de la garantie. Alors, c'est important de vérifier. Et quatrièmement et finalement, le vice doit être antérieur à la vente. Alors, pour que le vendeur, évidemment, en soit tenu responsable. Alors, pour qu'un vice soit considéré antérieur à la vente,
ce n'est pas nécessaire qu'il se soit manifesté complètement. Donc, avant la vente, il suffit qu'il ait été latent durant ce processus-là, durant cette période-là. Donc, comme on disait, une problématique d'infiltration d'eau, puis qui amène de la moisissure et des choses comme ça, bien, on ne s'en rend pas toujours compte durant la durée d'une habitation. On s'en rend compte plus tard, seulement une fois que l'acheteur est entré dans le domicile et tout ça. Donc, le problème pouvait être latent dans les murs, mais on le considère antérieur à la vente aussi. Alors, en résumé, pour qu'un vice caché soit considéré comme un vice caché, ça nous prend donc les 4 critères qu'on vient de nommer. Alors, la gravité, un vice dont on ignore l'existence, qu'on n'a pas pu déceler pendant le processus de vente et qui est présent avant la vente. Alors, maintenant, une fois qu'on a découvert un vice caché, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est l'article 1739 qui nous le dit. Alors, l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir lorsque le vice apparaît graduellement du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. On nous dit aussi que le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. Alors, ce qu'on retient ici, c'est que dès qu'on découvre un vice, on le dénonce à son vendeur par écrit, par lettre, par courriel. On se garde une preuve de réception. On pourrait aussi le dénoncer par texto. On aurait aussi une preuve d'envoi. Moi, personnellement, je trouve simplement ça plus formel par lettre et par écrit. Alors, on ne dénonce pas, en fait, verbalement. On ne dénonce pas au courtier immobilier où on peut le dire verbalement. On peut aussi en parler au courtier immobilier pour qu'il nous aide et tout ça, mais vraiment, on respecte l'article 1739, vraiment pour conserver ses droits, pour sauvegarder ses droits, et on envoie une dénonciation écrite où est-ce qu'on explique au vendeur ce qu'on a découvert. Et au vendeur lui-même, ce qu'on a découvert, mais aussi, c'est important de vous mentionner que vous pouvez aussi remonter dans la chaîne de titres, si on veut, et aller poursuivre aussi les vendeurs antérieurs. Et vous pouvez également remonter, toujours évidemment, pour chaque personne, on doit prouver les 4 conditions du vice que ça s'applique à eux, mais vous pouvez aussi aller, si ça s'applique, remonter jusqu'au constructeur, s'il est encore en opération, en activité. Alors, quand vous dénoncez, vous indiquez à ces gens-là, comme je l'ai dit, quelle est la nature du problème, qu'est-ce que vous avez découvert. Et très important, sous peine, sinon de perdre votre cours là, ou votre droit, vous devez donner à ce ou ces vendeurs l'opportunité de venir constater le vice sur les lieux. Le vendeur pourra venir seul ou avec un expert. Et tout aussi important, vous devez obligatoirement donner aux vendeurs ou à ces vendeurs-là ou aux constructeurs, le cas échéant, le loisir de corriger lui-même le problème. Si personne n'agit, si personne ne fait rien, vous avez 3 ans à partir du moment où vous découvrez le problème. Vous avez 3 ans pour intenter un recours en justice. Passé ce délai-là, vous n'avez plus de recours. Et comme je disais, au webinaire 5, nous allons voir vraiment les détails de la mise en demeure et des recours. Il y a aussi d'autres articles du Code civil qui encadrent ou qui viennent nous donner des détails supplémentaires sur cette garantie-là contre les vices cachés. Alors, l'article 1728 nous indique que si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer,
il est tenu, outre la restitution du prix, donc en plus de la restitution du prix ou de la diminution de prix, là, selon le cas, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. Si le vendeur est de bonne foi, donc si c'est vous, par exemple, qui êtes le vendeur là, puis et que vous vivez cette situation-là, si vous êtes justement, comme on a dit tantôt, de bonne foi, vous ne le saviez pas, c'était dans les murs ou etc., vous ne pouvez pas le savoir, vous n'êtes tenu d'indemniser votre vendeur que, selon le cas, là, si tout est prouvé, la diminution du prix ou dans les cas extrêmes de l'annulation de la vente, mais vous n'êtes pas tenu aux autres dommages-intérêts que pourrait subir l'acheteur. A contrario, si le vendeur, donc, connaissait le vice, en plus de la diminution de prix, il pourra être tenu de payer d'autres frais, comme par exemple des compensations pour des dommages moraux ou de la relocalisation à l'extérieur, par exemple, là, si ça avait été nécessaire durant les travaux correctifs. L'article 1729 nous indique qu'en cas de vente par un vendeur professionnel, cette fois, non pas un vendeur ordinaire, un particulier, vraiment un professionnel que c'est de son occupation courante de vendre des biens. Alors, en cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée. Donc, c'est plus lourd là, pour le vendeur professionnel. Lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Alors, le vendeur professionnel, lui, on voit donc qu'il est présumé connaître le défaut du bien qu'il vend. On a une présupposition qu'il est au courant de ces défauts-là. Donc, ce que ça entraîne, entre autres, c'est que lui, si vous avez un problème et que vous le poursuivez, par exemple pour diminution de prix, et que vous avez d'autres dommages, lui, le vendeur professionnel, en tout cas, il devra vous indemniser pour ces autres dommages-là. Donc, d'entrée de jeu. Et l'article 1730, ce qu'il vient nous dire aussi, bien important, bien, il nous dit que le fabricant est également tenu à la garantie de qualité du vendeur. Puis, pourquoi que c'est important en pratique, cette notion-là? Bien, c'est parce que l'entrepreneur général en construction, il est considéré comme un fabricant. Alors, c'est bien évident que si vous retournez contre l'entrepreneur dans la chaîne de titres, bien, cet entrepreneur-là, il est tenu à une responsabilité plus lourde envers vous, envers l'acheteur, selon le cas. Alors, on arrive à la période de questions. Oui. Alors, Maître Lessard, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Excellent. Alors, on a une première question qui concerne les règles de l'art d'une personne anonyme. Comment fait-on pour déterminer ce qui est une règle de l'art et ce qui ne l'est pas? Oui. Alors, ce qui est une règle de l'art, là, pour chaque domaine, donc pour chaque type de construction, si on veut, là, par exemple, si on parle de fondation ou si on parle de toiture, il y a généralement dans le domaine des écrits qui sont publiés pour vraiment, qui sont indicatifs de bonnes pratiques de construction. On peut penser, par exemple, au Code national du bâtiment ou à d'autres guides également de construction, par exemple la SCHL qui produit différents guides. Alors, ces règles de l'art-là, c'est vraiment les écrits qui sont faits par des professionnels sur le sujet qu'on traite en particulier. Merci beaucoup. Alors, on a une personne anonyme qui nous demande si une fosse cachée peut être affectée d'un vice caché. Une fosse septique être affectée d'un vice caché. Excusez-moi. Oui, alors, effectivement. Alors, si une fosse septique peut être affectée d'un vice caché, alors oui,
Oui, parce que l'entrepreneur qui va la faire et l'installer, finalement, cet entrepreneur-là peut commettre effectivement une défectuosité, là, que ce soit au niveau qu'il y a un problème au niveau de la fosse septique elle-même ou plus généralement au niveau du champ d'épuration, là. Alors, oui, effectivement, ces composantes-là peuvent être affectées de vis cachés, oui. S'il y a une défectuosité là, qui remplit justement les critères qu'on a vus, oui. Oui, c'est possible. Parfait. On a une question d'un utilisateur anonyme, encore une fois. Il se demande s'il y a un délai pour l'avis de dénonciation. Alors, effectivement, pour ce qui est de l'avis de dénonciation, oui, il y a un délai. La question est, est-ce qu'il y a un délai? La loi mentionne un délai raisonnable. Donc, oui, la question vient vraiment être en complémentarité. La loi mentionne que l'avis de dénonciation doit être envoyé dans un délai raisonnable. Alors, la question est, quel est ce délai raisonnable? C'est justement une question applicable au cas par cas, c'est certain. Cependant, je voudrais donner des indications là, et on va vraiment y aller, d'accord, par exemple, là, qui doit vraiment être étudié au cas par cas, mais anciennement, pour se donner une idée, anciennement, on disait que le délai raisonnable était de 6 mois. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus ça qui est à l'article 1726, c'est le délai raisonnable. Alors, on accorde, c'est les tribunaux, si on doit se rendre jusque-là, c'est toujours si on doit se rendre jusque devant la Cour, qui va déterminer si vous avez respecté un délai raisonnable ou pas. La raison pour laquelle je vous reparle du 6 mois qui n'est plus nécessairement applicable, c'est pour vous dire que on peut penser qu'un an, par exemple, c'est trop tard, là. Si on a déjà parlé de 6 mois, je vous recommande, n'attendez pas un an, n'attendez pas 8 mois. Je veux dire, je vous dirais, dès que vous constatez le problème, dénoncez dans les meilleurs délais. Alors que ce soit quelques jours, quelques semaines. Parfois, ça peut être quelques mois, mais vraiment, idéalement, on évite là, de dépasser là, 3 à 4 mois. Il y aurait une exception, donc, au délai raisonnable, c'est si on avait un cas de très grande urgence. Alors, par exemple, il se produirait là, des infiltrations d'eau si massives là, que vraiment il faut agir, il faut colmater immédiatement et tout ça. Là, il y a l'exception de la grande urgence. Excellent. On a une question d'un utilisateur anonyme, encore une fois. Dans l'expression vice caché, est-ce que le mot caché est synonyme de dissimulé? Eh bien, ça dépend. Oui, si on veut dire que dissimuler veut simplement dire qu'il est caché, qu'on ne le voit pas, mais pas si on impute au mot dissimuler une notion de dissimulation là, dolosive ou par manœuvre ou des choses comme ça. D'emblée, quand on parle de vice caché, on veut simplement dire qu'on n'est pas en mesure de le déceler comme tel, mais ce n'est pas toujours synonyme, loin de là, d'une dissimulation volontaire et frauduleuse. Non, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça qu'on veut dire quand on en parle de façon générale. Excellent. Et est-ce que c'est possible de faire l'avis de dénonciation et la mise en demeure dans la même lettre? OK. Alors, est-ce possible de faire la dénonciation et la mise en demeure dans la même lettre? Alors, bonne question, ça aussi, et ça dépend. Ça dépend, en fait, c'est assez pratico-pratique comme réponse, vous allez voir. C'est que oui, la réponse, est-ce que ça se fait de dénoncer en même temps que la mise en demeure? La réponse, c'est oui.
Dans les faits, c'est qu'il faut voir si on est capable de le faire de façon assez rapide pour respecter le délai raisonnable. Et j'explique, je donne un peu plus de détails. C'est que souvent, en pratique, l'acheteur va découvrir le problème et ensuite, idéalement, il dénonce. Et ensuite, pour en arriver à confectionner sa mise en demeure, finalement, c'est que dans sa mise en demeure, il va enjoindre le ou les vendeurs à venir réparer. Et souvent, ce qu'on veut, c'est de pouvoir mettre un montant. On veut chiffrer le montant de réparation, puis on veut chiffrer la somme à laquelle ça va être nécessaire là, pour remédier. Alors, si on est capable d'avoir un entrepreneur qui vient assez rapidement, puis qui nous fait une soumission, puis qu'on est capable, là, dans un délai de quelques semaines, de faire les deux en même temps, oui, c'est possible de le faire. Cependant, j'irais jusqu'à recommander de commencer par dénoncer, puis ensuite d'aller chercher un entrepreneur pour faire une soumission. Surtout ces temps-ci, c'est plus long, et de faire la mise en demeure en deuxième lieu pour vraiment être certain d'avoir respecté son délai raisonnable de dénonciation. Cependant, est-ce que ça se fait en même temps? Est-ce que c'est possible? C'est quelque chose qui se fait? Oui. Excellent. De notre côté, on n'a plus de questions, donc je vous retourne la parole pour poursuivre. Merci. Merci. Merci, Martin. Puis, avant de poursuivre, je voulais juste faire un petit commentaire parce que certains se sont peut-être demandé pourquoi on parlait de garantie contre les vices cachés. Alors, on en parle beaucoup en contexte de transactions immobilières, alors que notre série de webinaires est sur le droit de la rénovation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a inclus ça dedans? Puis, on peut peut-être nommer rapidement 2 raisons à ça. La première, c'est que c'est souvent durant des travaux de rénovation qu'on va découvrir des vices cachés. Parce que justement, ce n'est pas pour rien qu'ils sont cachés, hein, c'est quand on ouvre les murs, souvent qu'on va les trouver. Donc, c'est très possible dans vos travaux de rénovation, si vous avez une maison qui a moindrement de l'âge, que vous découvriez des choses en ouvrant les murs que vous ne soupçonnez peut-être pas. Et bon, c'est pas... Ça peut arriver. Ensuite, l'autre chose à dire, c'est que tout ce qui a été dit là, c'est vrai pour n'importe quelle vente. On a parlé de vente d'un immeuble, mais dans la série, on a parlé du contrat de service, on a parlé du contrat de vente, mais il faut être conscient que des fois, un contrat peut être les deux à la fois. Par exemple, on pourrait penser que quand on fait l'installation, je ne sais pas moi, on fait installer une porte, des fenêtres, des armoires, une thermopompe, on pourrait penser que l'installation d'un équipement chez vous, c'est un contrat de service. Ça l'est pour la partie installation. Mais on a également un contrat de vente pour le bien en tant que tel. Et là, tout ce qui a été dit pour le vice caché s'applique aussi aux biens qu'on achète. Cela dit, bon, on va voir tout à l'heure que dans la plupart de ces situations-là, la loi sur la protection du consommateur va peut-être nous offrir une meilleure protection que le Code civil, mais c'est quand même pertinent de savoir que ces articles-là du Code civil s'appliquent à peu près tout ce que vous achetez. Non? Exactement. Et là-dessus, je vais redonner la parole à Maître Lessard. Merci. Alors, une fois qu'on a vu justement ces garanties-là, on l'a dit, ces garanties-là sont octroyées, sont vraiment créées par la loi comme telle. Et vous, de votre côté, vous avez quand même possibilité de, faut que ça demeure dans les conditions qu'on va voir, mais de moduler ces garanties-là. Alors, c'est ce qu'on appelle les garanties conventionnelles. Donc, qu'on vient modifier ou ajouter dans le contrat de vente qu'on va conclure avec notre co-contractant, finalement. Alors, voici ce que le Code civil dit à ce niveau-là. L'article 1732 nous indique que les parties peuvent, justement, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale ou en diminuer les effets ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels. Alors,
Ici, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est, dans le temps qu'on a, là, c'est la notion de la fameuse clause sans garantie légale qu'on voit dans des contrats. Et les faits personnels, quand on dit dans l'article que le vendeur ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels, je trouve ça important de préciser ce que c'est les faits personnels, parce que c'est plus restreint qu'on pense. Quand on parle de ces faits personnels, ça a été interprété comme voulant dire, par exemple, un vendeur qui va, de par sa faute, créer, exemple, un empiètement chez le voisin, qui va créer un autre vice de titre. Alors, on n'abordera pas davantage cette notion-là ici parce qu'on rentre plutôt dans le droit de propriété et la garantie du droit de propriété, là, que notre titre est conforme et que, justement, on n'a pas d'empiètement puis qu'on déclare les servitudes et tout ça. Mais quand on parle de ces faits personnels, je trouve ça intéressant de savoir que c'est de ça dont on parle spécifiquement. Alors, on continue. L'article 1733 nous indique que le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer, donc très important, et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. En d'autres termes, pour pouvoir, vous comme vendeur, mettre une clause de sans garantie légale, le vendeur, il doit être de bonne foi. Donc, si comme acheteur, vous arrivez à prouver que le vendeur connaissait le vice, sa clause de sans garantie légale tombe et il est tenu de vous indemniser si par ailleurs, là, toutes les autres conditions sont remplies. On dit aussi, cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. Alors, ça nous démontre que le vendeur ordinaire, lui, non professionnel, peut vendre le bien aux risques et périls en disant que l'acheteur va l'acheter à ses risques et périls. Et là, ici, quand le vendeur indique à ses risques et périls, et c'est le vendeur de toute façon non professionnel, ça, c'est applicable, il peut inscrire cette clause-là et ça peut fonctionner même si le vendeur connaissait le vice. Donc, à contrario de ce qu'on a vu, qu'on vient juste de voir, là, pour la clause bien spécifique d'achat au risque et péril, là, ça peut fonctionner même si le vendeur connaissait le vice. Cependant, attention, il y a une différence entre cela et s'il y a eu dans le processus dol, fraude de la part du vendeur. On va le voir tout de suite. C'est la section suivante. Alors, le dol, c'est circonscrit par l'article 1401 du Code civil du Québec. Là, on est dans les obligations générales applicables au contrat de vente, entre autres. Alors, l'erreur d'une partie provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Alors, comme je le disais, c'est différent pour le vendeur qui veut utiliser sa clause au risque et péril avec succès. C'est différent de juste dire, bon, ben moi, c'est au risque et péril, puis je déclare rien. C'est différent, là, à contrario d'une situation qui serait plutôt considérée comme dolosive et qui, là, pourrait venir invalider la clause d'achat au risque et péril. Alors, c'est différent que de, par exemple, se faire poser une question et que le vendeur
va, par exemple, mentir, va maquiller la vérité. Là, on voit un geste là, positif. Là. Donc, je veux dire qu'on pose un geste, là, ou encore qu'on va aller inciter l'acheteur à acheter en lui faisant des fausses représentations. Là, on voit que ça prend des manœuvres. Là. Alors, s'il est prouvé que le vendeur a fait preuve de ça, de dol, la clause au risque et péril, la clause d'achat au risque et péril, si c'est prouvé, va tomber. Et vous, comme acheteur, vous allez être replacé dans la situation où vous bénéficiez de la garantie et que le vendeur doit vous indemniser. Et on va continuer avec Maître Ariane Gauthier pour les protections, somme toute équivalentes, mais on va voir les nuances, qui sont offertes par la loi sur la protection du consommateur. Oui, donc, j'espère que tout le monde me voit et m'entend bien. Donc, on voulait vous parler là, finalement de la LPC plus spécifiquement. Donc, on l'a dit au début lors de notre premier webinaire. Donc, il y a certains contrats, mais pas tous, qui vont se qualifier comme contrats de consommation au sens de la LPC. Et ça, c'est différent d'un contrat de consommation au sens du Code civil. Donc, si votre contrat se qualifie comme contrat de consommation au sens de la LPC, donc, ça va potentiellement venir vous donner des protections un peu plus précises, puis certaines protections additionnelles que ce qui est offert par le Code civil. Le fait que la LPC puisse s'appliquer à votre contrat, par contre, ça n'empêche pas que le Code civil s'y applique également. C'est juste que la LPC, finalement, c'est une loi qu'on veut plus spécialiser, puis justement spécifiquement adaptée au contexte du droit de la consommation finalement. Mais ça va venir donc généralement s'appliquer ensemble. C'est juste que des fois, la LPC donc va venir pour certaines notions vraiment très spécifiques, là, comme le commerce itinérant, par exemple, ou certains permis ou quoi que ce soit, ça va venir rajouter des obligations additionnelles ou qui des fois vont venir finalement prendre le pas sur le Code civil. Donc, ça va reprendre finalement en fait l'essentiel des protections qui sont offertes par le Code civil qu'on vient de voir avec Maître Lessard. Ce que la LPC vraiment vient faire, c'est établir certaines présomptions en faveur du consommateur. Donc, ça va permettre finalement, en prouvant certains éléments, parfois, donc, ça va nous permettre de prouver un peu moins d'éléments que ce qu'on aurait dû prouver avec le Code civil. Donc, ça va venir finalement faciliter le travail du consommateur pour avoir gain de cause. Donc, on va commencer avec la garantie de qualité. Donc, comme vous pouvez le voir, là, les articles 37, 38 et 39 qu'on voit à l'écran, ça reprend finalement assez bien les principes du Code civil. Donc, en gros, on doit finalement vous fournir un bien ou potentiellement un service là, qui est conforme à ce qui avait été conclu dans le contrat notamment. Donc, puis il faut que le bien puisse servir à l'usage auquel il était normalement destiné. Donc, évidemment, si vous achetez, là, je ne sais pas, par exemple, dans le cadre de vos rénovations, on pose une nouvelle toilette, il faut qu'elle puisse servir de toilette normalement selon là, ce qui est, dans le fond, il faut vraiment que ça puisse servir à cet usage-là. Ensuite, donc, non seulement le bien doit servir à l'usage auquel il est destiné, mais il faut que ça soit pendant une durée qui est raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Donc, c'est évidemment pas normal si après 2 semaines, la fameuse toilette est plus fonctionnelle. Et finalement, donc à l'article 39, donc il faut préciser là, s'il y a par exemple des pièces de rechange, s'il y a un service de réparation qui est disponible pendant une durée raisonnable après la formation du contrat. Il faut, par exemple, pour finalement refuser là, de fournir ces services-là ou de se dégager de cette obligation-là, donc il faut avertir le consommateur par écrit, donc avant la formation du contrat pour que le consommateur soit au courant que
ce travail-là d'entretien puis ces pièces de rechange-là, par exemple, ne seront pas fournies par le commerçant. Parce que sinon, si ce n'est pas annoncé préalablement, bien, le commerçant va devoir honorer cette obligation-là. On va continuer avec donc les articles 53 et 54. Donc, c'est les recours qui sont offerts aux consommateurs si la garantie de qualité, finalement, n'est pas respectée. Donc, l'article 53 ici, donc on voit que le consommateur peut exercer son recours directement contre le commerçant, donc la personne avec qui il va avoir conclu le contrat au départ. Dans notre cas, donc en matière de rénovation, on peut tout de suite penser à l'entrepreneur. Ou ici, on nous donne l'option contre le fabricant, donc du bien qui serait ici, dans ce cas-ci, affecté par un vice caché. Donc, on vient de se faire expliquer ça de manière très précise et claire par Maître Lessard. Donc, je ne reviendrai pas sur cette notion-là, mais voilà. Donc, évidemment, ça nous dit, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Donc, ici, c'est la fameuse notion de vice qui est apparent, là, qui ne serait donc pas caché. Évidemment, on ne rendra pas le commerçant responsable d'un vice qui n'aurait pas été détecté là, par le consommateur quand en fait il aurait dû l'être. Et de la même manière, ni le fabricant ni le commerçant peut alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Donc, c'est vraiment encore là quelque chose qui n'est pas pertinent. D'autant plus que, donc, Maître Lessard en a parlé, là, du vendeur professionnel, ça va être assez facile généralement de venir qualifier. Donc, par exemple, l'entrepreneur ou le fabricant ou même le distributeur ou le fournisseur d'un produit de vendeur professionnel. Tu sais, c'est vraiment le but de l'entreprise, c'est ça qu'ils font, de vendre ces biens-là ou de les fabriquer, par exemple. Donc, ça va être assez dur là, de contourner cette qualification-là de vendeur professionnel. Fait que donc, on vient vraiment finalement leur mettre sur les épaules cette présomption-là de connaissance finalement de l'existence là, de ce vice-là. Et donc, le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. Donc, généralement, on va faire son recours contre notre vendeur à nous, puis d'habitude, ça va comme s'arrêter là, donc en matière de vice caché, puis en matière de vente d'un bien. Ou dans ce cas-ci, là, notre entrepreneur, dans le cadre du contrat de construction, qui est tenu aux mêmes obligations que le vendeur pour les biens qu'il fournit dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage. Mais ça vient nous permettre, donc, même si il y a eu plusieurs acquéreurs du bien subséquent, mais ça va nous permettre, nous, en tant que consommateurs, de tout de même remonter jusqu'au fabricant et de pouvoir poursuivre ce fabricant-là pour un bien qui était finalement affecté d'un vice caché, donc défectueux, puis qui ne pouvait pas remplir la fonction à laquelle il était destiné. L'article 54 est un peu finalement au même effet, mais lui se concentre sur les obligations résultant des articles 37, 38 et 39 qu'on vient de voir à la diapositive précédente. Donc, de la même façon, on peut exercer ce recours-là directement contre le commerçant ou le fabricant. Donc, et de la même façon, donc, contre le fabricant, ça peut être fait par un acquéreur subséquent du bien. Donc, ça nous permet encore de remonter finalement jusqu'à la source potentielle de notre défaut. Je souhaitais vous donner finalement un espèce là, de petit exemple qui va vraiment bien illustrer finalement un peu ce qu'on vient de voir là. Donc, puis comment faire dans le fond de mieux comprendre cette espèce-là de test à 2 étapes, finalement. Parce que quand on fait un recours là, fondé sur ces 2 articles qu'on voit à l'écran ici, donc on a premièrement besoin de prouver que les intervenants, si je peux me permettre, là, se qualifient comme commerçants / vendeurs et ou fabricants. Puis donc, là, comme je le disais tantôt, qui vont puis leur qualification comme vendeur professionnel va aussi potentiellement venir être faite à ce moment-là, mais devrait généralement pas trop poser problème. Donc, une fois que ça s'est établi, à travers évidemment des relations contractuelles, là, puis entre ces différentes personnes-là, puis le consommateur, puis ensuite, donc, on va devoir prouver, tout dépendant du cas, une détérioration prématurée du bien par rapport à un bien identique ou de même espèce, donc un bien qui est similaire. Donc, on va devoir faire la preuve là, que le bien n'a pas servi à l'usage auquel il était normalement destiné ou qu'il n'a pas pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable
encore là, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Donc, évidemment, là, la notion de durée raisonnable, Maître Lessard en a un peu parlé. Là, tout dépend, finalement, généralement, ça va être des experts qui vont venir déterminer. Là, si par exemple, une pose de toiture, la durée normale d'une toiture, encore là, c'est potentiellement 15 ans, par exemple. Ben là, si après 2 ans, les bardeaux posés sur votre toiture sont plus en mesure de faire leur travail, c'est sûr, évidemment, que là, généralement, il faut considérer qu'il y a un problème puis qu'il y a finalement potentiellement matière à un recours là, contre, évidemment, l'entrepreneur commerçant, le fabricant, puis potentiellement un fournisseur ou un distributeur en cours de route. Donc, l'exemple que je peux vous donner, moi, aujourd'hui, que je trouvais qui illustrait vraiment bien tout ça, donc, c'est si on prend, par exemple, un contrat de rénovation de cuisine, par exemple, qui comprendrait l'installation d'un nouveau robinet, d'une nouvelle robinetterie et tout ça. Donc, si peu après la fin des travaux, donc, vous, comme client, vous vous retrouvez là avec un important dégât d'eau qui est donc causé par le robinet qui serait défectueux. Donc, l'entreprise avec laquelle vous avez conclu le contrat l'a potentiellement acheté donc d'un fournisseur ou d'un distributeur qui, elle, l'a potentiellement acheté du fabricant. Donc, on a vraiment encore là tous nos intervenants, notre ligne de personnes qui a finalement, à plusieurs étapes, fourni ce robinet-là. Donc, dans ce contexte, on se demande un peu qui on poursuit, tu sais, puis cette question-là nous revient quand même assez souvent là, à la CQC dans le cadre de notre travail là, de services d'information parce qu'il y a plusieurs personnes, évidemment, automatiquement, après des travaux de rénovation comme ça, puis qu'on se retrouve devant un dégât d'eau ou quoi que ce soit, bien, on se tourne directement vers l'entrepreneur. Puis, au moment, par exemple, de découvrir que la cause serait potentiellement le robinet défectueux, mais l'entrepreneur va venir nous dire en tant que client ou consommateur, ah ben non, moi j'ai tout fait mes travaux correctement, tu devrais aller voir le fabricant, donc la personne qui a fabriqué ce fameux robinet défectueux-là. C'est pas faux, vous pouvez aller voir le fabricant, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas poursuivre l'entrepreneur et là, donc, commerçant au sens de la LPC tout de même. Vous avez le choix de poursuivre finalement qui vous voulez, puis si vous, par exemple, poursuivez et l'entrepreneur et le distributeur, fournisseur et le fabricant, bien, ils peuvent finalement être condamnés solidairement. Donc, ça, c'est le contraire de ce que Maître Lessard a dit par rapport à l'obligation conjointe. Donc, quand on est condamné solidairement au paiement, par exemple, d'une somme d'argent pour dédommager pour le dégât d'eau, dans notre cas ici, bien, ça va vouloir dire que chaque personne peut être tenue au paiement de la somme entière. Donc, elle ne sera pas séparée finalement, mettons, un tiers entre les 3 personnes dans notre cas qui nous occupent ici. Fait que ça vous permet finalement d'aller chercher le plus d'argent possible puis de vous assurer finalement de la solvabilité, le fait que la personne a les moyens de vous payer votre dédommagement finalement au moment de faire votre recours. Fait que ça peut être super avantageux finalement si c'est une condamnation que vous arrivez à obtenir éventuellement devant un tribunal. Puis donc, la seule façon finalement de venir réfuter cette présomption-là de responsabilité, parce que quand on vient prouver finalement la qualité de ces intervenants-là, puis la présence de ce défaut d'utilisation, pas d'utilisation, mais donc le bien ne pouvait pas servir à l'usage ou qui finalement il s'est épuisé trop tôt. Donc, eux sont automatiquement finalement responsables des dommages qui vont avoir été causés par ce bien défectueux-là. Donc, la seule façon pour eux finalement de venir renverser cette présomption-là va être soit de prouver qu'il y a eu force majeure. Donc, ça, on a vu cette notion-là au webinaire il y a 2 semaines. Donc, rapidement, un événement qui est imprévisible et irrésistible. La faute d'un tiers, donc une personne qui est ni le consommateur, ni tous ces intervenants-là, que c'est la faute du consommateur qui aurait, par exemple, mal utilisé le bien, ou sinon par une cause externe ou une autre cause. Donc ça c'est finalement une espèce d'autre chose qui n'est pas non plus de la force majeure, c'est assez nébuleux là, comme notion, mais voilà. Si jamais ils ne sont pas en mesure, là, le commerçant, le fabricant ou fournisseur, distributeur, pas en mesure de prouver ce genre de choses-là, ben, on va donc finalement automatiquement les considérer responsables généralement. Voilà, je pense que c'est tout pour cette section-là. Oui, donc,
on continue avec certaines autres garanties. Donc, encore là, je pense que j'ai mentionné tantôt, donc un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. Donc, un bien peut très bien fonctionner ou un service peut être très bien rendu, mais finalement, c'est pas ça qu'on avait convenu dans le contrat. Donc, si par exemple, vous vouliez telle marque de robinet de telle couleur spécifique, puis c'est ça qui est écrit dans le contrat, vous êtes en droit de vous attendre à ce que ce soit exactement ça qui soit installé chez vous et pas autre chose. Et de la même façon, non seulement ça doit être conforme à ce qu'il y a dans le contrat, mais ça doit être conforme à ce qui aura été déclaré dans un message publicitaire, finalement, parce que ça vient lier le commerçant, puis vous allez pouvoir potentiellement exiger en tant que consommateur que le service ou le bien fourni corresponde à ce qui avait été finalement annoncé. Et finalement, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. Donc, finalement, on ne peut pas vous dire, vous, ah ben non, je ne vous donnerai pas X ou Y ou je ne ferai pas X ou Y. C'est juste mon représentant des ventes qui a dit ça. Il ou elle, c'est pas de quoi qu'il parle ou oh non. Ça ne fonctionne pas. Donc, généralement, si finalement, on peut établir là, un lien entre là, le commerçant et cette autre personne-là, ce représentant, comme la loi l'appelle, ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous écrit, finalement, vous allez être en droit de vous attendre à ce qu'on fasse ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a écrit. Donc, on poursuit avec la garantie conventionnelle. Donc, ça, c'est finalement donc la différence entre la garantie conventionnelle et la garantie légale. La garantie conventionnelle, ça va être une garantie qui est parfois additionnelle, qui va pouvoir venir s'ajouter à la garantie légale ou la modifier. Donc, c'est un peu ce dont Mike Lessard vous parlait. Là, il y a la même chose dans le Code civil. Donc, on peut venir limiter ou ajouter à la garantie légale dans une certaine mesure. Mais donc, la LPC donne plusieurs protections, puis il y a beaucoup de dispositions dans la LPC qu'on ne peut pas modifier et qu'on ne peut pas écarter. Donc, on a beaucoup plus de flexibilité quand on est juste couvert par le Code civil, mais donc parce que le consommateur a une vulnérabilité finalement face aux commerçants, ben on dit oui, la garantie conventionnelle, mais généralement, donc, on ne pourra pas venir modifier nécessairement tant de choses. Il y a beaucoup de clauses qui est interdit d'enlever ou d'ajouter finalement dans un contrat de consommation au sens de la LPC. Donc, lorsque là, il y a une garantie qui est mentionnée dans une déclaration, un message publicitaire, donc ça lie ce commerçant-là ou ce fabricant-là. Donc, même si cette garantie-là n'est pas reproduite dans le contrat, donc ça peut être pertinent finalement de venir vérifier, oui, ce qui est inclus à votre contrat, mais si vous avez vu, par exemple, certaines, justement, autres garanties ou autre chose qui pourrait s'appliquer à vous puis vous offrir une protection plus grande, mais qui était marquée finalement ailleurs dans les messages. Il faut que ça se qualifie justement de déclaration de message publicitaire, mais ça peut être pertinent de vérifier ce genre de choses-là pour voir si finalement ça ne viendrait pas justement lier le commerçant puis vous ne pourriez pas vous en prévaloir. Donc, de la même manière, là, qu'on vient un peu encore là, limiter ce que le commerçant peut dire et puis sur ce quoi il peut revenir par la suite. Donc, si on a une garantie conventionnelle, c'est interdit de faire une exclusion, donc finalement de juste exclure une situation de la garantie si ces exclusions-là ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives. Donc, si finalement on s'assure que pour vous en tant que consommateur, que les clauses qui viennent exclure certaines situations ou faits de la garantie soient clairement mises, puis que vous puissiez vraiment clairement vous y référer, puis que ça ne devient pas quelque chose de super compliqué pour vous à lire comme consommateur. Et finalement, dans le même esprit, on ne peut pas exiger des frais là, donc, de votre part comme consommateur pour mettre en œuvre la garantie, à moins que ça ait été déjà prévu. Donc, à même on dit l'écrit qui constate la garantie. Puis qu'on en détermine le montant de façon précise. Donc, on peut penser là, que juste dire des frais seront applicables et laisser ça comme ça. Donc, potentiellement, donc c'est pas assez précis. Donc voilà, encore là, ça permet, vous, de vous protéger comme consommateur pour pas avoir finalement la surprise quand vous voulez donc vous prévaloir de la garantie puis qu'on vous dit que tout d'un coup, il y a des frais. Si c'était pas stipulé
dans les documents contractuels, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour la section garantie conventionnelle. Et c'est le moment de la période de questions. Est-ce que vous m'entendez bien, Maître Gauthier? Oui. Parfait. Alors, on a une personne anonyme qui demande, est-ce que le commerçant pourrait exclure sa responsabilité? Ben, pas nécessairement, non. Donc, il y a l'article 10 là, de la LPC, donc qui vient de dire est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. Donc, encore là, comme un classeur le disait, son fait personnel, c'est pas nécessairement tout. Ça couvre pas nécessairement tout, mais la jurisprudence, là, les décisions des tribunaux ont interprété ça comme ça peut couvrir là, non seulement on peut pas donc, limiter sa responsabilité pour les fautes lourdes ou intentionnelles, là, généralement, ça, c'est pas possible d'aucune façon pour quoi que ce soit, mais même aussi pour les fautes qui seraient de moindre importance ou, par exemple, venir limiter ses obligations en tant que commerçant, finalement, ou c'est ça, de cette manière-là. La LPC vient vraiment comme un peu limiter cette possibilité-là pour le commerçant. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va poursuivre avec une autre section fort intéressante de la loi sur la protection du consommateur, qui est les pratiques interdites. Et là, petit aparté, c'est une section qui est, je crois, assez méconnue parce que tout ce qui est pratique interdite, c'est une section qui sert beaucoup à l'Office de la protection du consommateur pour, elle, pouvoir poursuivre des commerçants. D'habitude, ce n'est pas le consommateur qui va se servir de cette section-là parce que lui, il n'est pas là pour faire respecter des pratiques interdites. Mais, comme Marianne va nous montrer, il y a un article qui rend tout d'un coup ces pratiques interdites-là très intéressantes pour le consommateur. Et sur ça, je lui cède la parole. Merci. Donc, il y en a beaucoup des pratiques interdites dans la LPC, donc on ne les passera pas nécessairement là, une par une. Sauf que ce qui, je pense, est assez digne d'intérêt, c'est que la majorité des pratiques dites interdites, là, donc dans cette section-là de la LPC, c'est que ça fait effectivement généralement référence à des représentations qui vont être comme trompeuses, puis c'est vraiment généralement des pratiques qui vont avoir finalement pour effet d'induire le consommateur en erreur. Donc, on peut très bien faire un parallèle avec la notion d'erreur ou de dol qu'on a vu là, un peu plus tôt ce soir. Donc, sans non plus spécifiquement le mentionner ici, mais c'est vraiment un peu le même principe. Donc, on veut s'assurer finalement que les consommateurs, quand ils font affaire avec des commerçants, ont leur juste sur la nature des biens et des services, qu'on leur a pas fait miroiter mille et une choses qui sont en fait pas le reflet de la réalité. Donc, à l'article 215, là, on peut voir finalement tous les articles là, qui... donc, c'est de 219 à 251.2. Il y en a quand même beaucoup. Comme je le disais, mais aussi ce qui est quand même digne d'intérêt, c'est que là, effectivement, on parle de, on se concentre surtout sur la rénovation résidentielle. J'en ai parlé au premier webinaire, donc généralement, ce qui vise la construction résidentielle, ou dans l'immeuble en général, là, ça va être exclu. Donc, on parle de travaux d'envergure qui vont généralement nécessiter là, par exemple, de la démolition ou vraiment beaucoup de plans d'architectes ou d'ingénieurs, par exemple, ou complètement la construction de nouvelles bâtisses, c'est exclu. Sauf ici, la LPC va s'appliquer à ces contrats-là, donc pour les articles là, 219 à 222, 224, et etc., donc les autres qui sont nommés. Donc, ça peut être, là, tout dépendant de l'envergure des travaux, ça peut venir être assez intéressant pour le consommateur en ce sens-là. Donc, le prochain article que je pense qui est aussi vraiment digne de mention, c'est le 216, donc le suivant, qui nous dit, au fin du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire ou vous écrire d'ailleurs, mais aussi c'est comment ce qu'on évite de vous dire ou potentiellement ce qu'on vous cache
ou comment on se comporte face aux consommateurs. Donc, ça ratisse assez large finalement. Fait que donc, c'est pas parce que c'est ça, on vous a dit quelque chose que, tu sais, si c'est justement quelque chose qu'on vous a pas dit, ça peut très bien être une pratique interdite au sens de la LPC. Puis, pour faire un peu de chemin sur ce que Marc-André a dit par rapport au fait que c'est une section qui sert beaucoup à l'OPC, là, donc pour s'assurer que sa loi est respectée parmi les commerçants. Donc, la commission d'une pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion du contrat. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de se livrer à ce genre de pratique-là dans le cadre d'un contrat avec un consommateur. Donc, ça peut être fait avant finalement la conclusion de n'importe quel contrat. Parce qu'on peut finalement là, induire en erreur le consommateur sur la nature d'un bien ou d'un service sans même qu'on ait conclu un contrat avec lui. Donc, puis l'article qui est vraiment, vraiment intéressant donc pour le consommateur, finalement, qui va lui permettre d'utiliser cette section-là, c'est l'article 253. Qui nous dit lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite, il y a présomption que si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. Donc, ça revient à ce que je vous disais un peu plus tôt, que la LPC vient finalement créer plein de présomptions pour faciliter la preuve du consommateur, puis pour enfin, lui enlever quelques étapes pour éventuellement obtenir gain de cause. Donc, ici, on vient finalement évacuer ce qu'on a prouvé généralement sous le code civil. Donc, non seulement prouver finalement l'erreur, le dol, ou l'existence, par exemple, du vice caché en matière de vice caché. Puis, il faut non seulement donc prouver ça, mais prouver également que avoir su donc finalement le vrai état des choses, si on avait eu toutes les informations entre nos mains, ben on n'aurait pas conclu le contrat ou on n'aurait pas conclu le contrat à si haut prix. Donc ici, la LPC vient nous enlever comme consommateur la nécessité de faire cette preuve-là pour nous faciliter la tâche. Donc, c'est déjà finalement, c'est comme finalement déjà prouvé pour le consommateur, puis la tâche va revenir finalement aux commerçants de prouver le contraire pour pouvoir faire échec à la présomption puis la renverser par la suite. Puis là, on peut voir l'article 278 ici qui mentionne finalement le genre d'amende qu'un commerçant peut se faire condamner là, de payer s'il y a pratique interdite. Donc, évidemment, l'article 219 donc, nous dit clairement qu'aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faire de représentation fausse trompeuse à un consommateur, là, et évidemment. Puis là, donc, à l'article 220-221, encore une fois, il y a vraiment la notion de faussement. Là, on veut vraiment éviter, comme je le disais, que le consommateur se fasse induire en erreur dans le but de le pousser à conclure le contrat qui finalement, le consommateur n'aurait jamais conclu ce contrat-là s'il avait su ou si on n'avait pas fait ce genre de représentation-là ou si on ne l'avait pas, finalement, c'est ça, poussé à signer ce contrat-là. Et donc là, ici, ça continue. Encore là, qui est peut-être quand même intéressant, l'article 224, aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, donc exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Donc, ça peut, en matière là, surtout de rénovation, de construction résidentielle, par exemple, c'est des choses qui arrivent assez souvent, finalement. Ça peut donc potentiellement être très utile là, de garder cet article-là en tête, cette disposition-là, puis qui peut peut-être nous permettre finalement de faire respecter là, le prix qu'on nous avait annoncé au départ. Et je pense l'article 240, le deuxième article qu'on voit ici sur la diapositive, qui est quand même aussi une chose
un phénomène qu'on peut quand même voir. Donc, à moins là, comme l'article dit, à moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut invoquer le fait qu'il est titulaire d'un permis ou qu'il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement. Puis donc, dans le but, là, finalement, de prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées. Donc, c'est pas, si on vous dit, par exemple, oui, j'ai, par exemple, un permis de commerçant itinérant de l'Office de la protection du consommateur, donc mes services sont excellents, mon crédit ou ma solvabilité ou mes ressources sont parfaites et pratiquement sans limite, par exemple, ou que finalement, il vous présente le fait de détenir le permis qui est légalement tenu de détenir comme finalement un gage de ses compétences ou de l'approbation de son travail par l'OPC. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est interdit. Puis très clairement ici, l'OPC ne garantit pas la qualité des biens ou des services fournis là, par une personne qui détiendrait là, un permis qui est obligé de détenir là, pour faire ce genre de travail-là. Donc, ça nous amène à la deuxième période de questions. Oui, donc on me dit qu'il n'y a pas de questions. Si vous découvrez une question, là, c'est le temps de la signaler, vu que c'est la dernière période de questions. Pendant que certains sont peut-être sur leur clavier, je vais peut-être juste revenir vite sur la diapo juste avant. Au 238, si vous pouvez voir, là, aucun commerçant fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, prétendre qu'un tiers recommande, approuve ou agrée ou parraine un bien ou un service. Et ça, si je vous le pointe spécifiquement, c'est parce que c'est arrivé des fois que des entrepreneurs disent oui, moi je suis membre de l'ACQC. Bon, d'abord, je vais vous le dire tout de suite, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas présentement des entrepreneurs membres de la CQC, ou en tout cas, s'ils sont membres à titre personnel. Là, il n'y a pas de membres commerciaux à la CQC présentement. Et ça veut dire que si juste le fait que l'entrepreneur vous dise ça, ou vous ait dit ça, si jamais vous avez des problèmes avec lui, vous avez déjà un levier pour le poursuivre parce qu'il n'y avait pas le droit. Un anonyme qui nous dit, en cas de fausse représentation, quel dommage peut-on demander? On va couvrir ça surtout au webinaire 5, mais on peut toujours peut-être donner une dernière réponse avant de conclure, là. Oui, ben, en fait, ça va dépendre finalement un peu de la nature de la problématique, puis parce que c'est sûr, là, tout dépendant de l'ampleur du problème ou de l'ampleur de la fausse représentation, puis ce sur quoi elle porte, on va potentiellement pouvoir demander de finalement, si c'est un défaut de formation, là, d'annuler le contrat, donc de faire comme si ce contrat-là n'avait jamais existé. Fait que ça va vouloir dire qu'on va finalement vous remettre en état comme si le contrat n'avait jamais été conclu. Fait que si, par exemple, vous avez payé certaines sommes d'argent pour un service ou un bien X, mais ça va vouloir dire qu'on va devoir finalement vous rembourser ces sommes-là, par exemple. Ça va faire partie de ça. Puis là, tout dépendant de la situation, s'il s'agit là, par exemple, au sens du Code civil, si c'est juste de l'erreur simple, donc si c'est pas une erreur qui a été faite là, de manière intentionnelle et finalement, dans le but vraiment de vous nuire, là, donc la différence entre l'erreur simple et le dol qu'on a vu tantôt, généralement, là, il n'y aura pas finalement nécessairement de dommages intérêts additionnels qu'on va pouvoir demander. C'est sûr que là, si on vous a comme spécifiquement induit en erreur avec l'intention de vous tromper pour vous pousser à contracter, là, si jamais vous arrivez finalement à prouver que ça vous a causé d'autres conséquences négatives pour vous, ben là, on va pouvoir potentiellement vous dédommager pour ça. Mais c'est vraiment c'est ça, du cas par cas, puis on va vous expliquer ça, je pense, en long et en large la semaine prochaine. Bon, ben, c'est bien, parfait. Merci beaucoup, Maître Gauthier. Pour le reste, là, on a couvert l'essentiel de ce qui concerne les garanties et autres protections. La semaine prochaine, on va se pencher sur les recours parce que
c'est bien beau d'avoir des droits, encore faut-il les faire valoir, et c'est une autre paire de manches. En conclusion, encore une fois, j'aimerais remercier l'Office de la protection du consommateur pour leur contribution financière essentielle au projet, ainsi que Maître Lessard et Maître Gauthier. Merci également encore à Maître Claude Coursol qui nous a permis de réutiliser du matériel. Et moi, j'ai bien hâte de vous revoir la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.